Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast ML2. Je suis Julien Parisot de la rédaction de maligue2.fr. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, la première officiellement pour le début de la saison. Voilà, ça y est, on est passé de l'autre côté, on va dire. 1er juillet, tous les contrats qui se terminaient ont pris fin. Les coachs ont pu enfin vraiment prendre la mesure de leur effectif pour la nouvelle saison avec le retour à l'entraînement, les premiers tests physiques, etc. Donc, on va commencer à y voir un petit peu plus clair dans cette saison 2024-2025, la première à 18 clubs de cette nouvelle formule de la Ligue 2. Donc, on le rappelle, toujours 2 places de promotion, les 3 places suivantes qui concernent des playoffs avec au final un barrage contre le 16e de Ligue 1 et puis 2 relégations, le 17e et le 18e vers le national et un match de barrage entre, si je ne dis pas de bêtises, le 16e de Ligue 2 et le 3e de national. Voilà un petit peu pour cette nouvelle formule qui va être assez particulière, parce que il y a eu beaucoup de changements sur les bancs cet été. On en décompte 8 sur les 18 clubs, dont 8 nouveaux coachs et même un petit nouveau sur le banc de Clermont qui s'appelle Sébastien Bichard, même s'il était là depuis le début de l'année 2024 accompagné de Pascal Gastien sur le banc de Clermont. Voilà, ça fait quand même beaucoup de changements sur tous ces bancs et avec tous ces entraîneurs qui vont découvrir un petit peu leur effectif, leur nouveau club. On va en parler plus en détail dans les minutes qui suivent. Si je dis on, c'est parce que je suis accompagné de mon confrère, mon collègue Étienne, qui écrit avec moi sur maligue2.fr. Salut Étienne. Salut Julien. Et donc, comme je disais, on a connu vraiment beaucoup de changements. Toi, je sais il y en a un que tu surveilles particulièrement d'assez près parce que ça va être un petit peu un changement un peu drastique par rapport à la philosophie précédente. Quel coach tu voudrais highlighter, quel nouveau coach en Ligue 2 tu voudrais souligner, qui a été nommé ces derniers jours? Alors justement, c'est un des changements les plus récents, c'est celui qui s'est opéré au FC Metz avec le départ de Laszlo Bologna remplacé par Stéphane Le Mignan. Je pense que pour ceux qui ont regardé un peu la Ligue 1 et le FC Metz, ils s'accorderont à dire qu'il y a peut-être à peu près tout à refaire au niveau de l'animation offensive. Voilà, le FC Metz a été en grande difficulté un peu toute la saison et on l'a vu pendant le barrage contre Saint-Etienne, il n'y avait pas grand-chose à retenir de cette équipe finalement, qui a beaucoup subi, qui s'est contenté d'envoyer les ballons à Mikotadze et de prier. Et ça a marché de temps en temps, parce qu'on parle quand même d'un joueur exceptionnel qui est en train de le prouver à l'Euro en ce moment. Mais bon, voilà, je pense qu'il était temps de trouver un nouvel élan, un nouveau souffle. Et Stéphane Le Mignan qui arrive pour la première fois, je crois, avec un des plus gros budgets et Ouais. effectifs de la Ligue 2, parce qu'il a pas mal coaché en Ligue 2, mais avec des équipes qui avaient beaucoup moins de moyens, que ce soit Concarneau, Boulogne ou Vannes. Donc là, c'est quand même une toute autre dimension. Et, et malgré ça, il a quand même un style de jeu très, très prononcé, avec une équipe qui repart très bas avec le ballon, Mhm. qui essaie d'attirer un peu l'adversaire dans son camp pour le mettre hors de position. Donc je pense qu'avec avec un effectif qui sera composé de joueurs haut du panier de Ligue 2, voire milieu de Ligue 1, ça peut être très intéressant de voir la patte Le Mignan, voilà, dans une équipe qui joue le haut de tableau. Je trouve que c'est un bon choix aussi. Il y a de quoi faire aussi à Metz, hein. Il y a des éléments. Je crois que Simon Elisa revient. Il va y avoir quand même il va y avoir quand même des bons joueurs à entraîner. Je pense pas que Metz soit le favori, le gros favori pour la remontée en Ligue 1, même s'ils vont faire partie effectivement de ce lot d'équipes là pour jouer les premiers rôles. Mais c'est vrai que il change de dimension. Même Metz change complètement un peu de style par rapport à ce qui était prôné effectivement ces dernières années par Laszlo Bologna. Attention quand même en Ligue 2, Bologna, ça plantait quand même pas mal de buts, hein. Il y avait déjà beaucoup de matériel, mais c'était pas aussi, c'était pas aussi un football aussi négatif que ce qu'on a pu voir en Ligue 1 cette saison 2023-2024. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est un changement intéressant et pour le coach et pour le club, pour les supporters du club qui vont pouvoir voir quelque chose de quand même assez drastiquement différent. Quand je parlais de favoris, moi je pensais à Lorient, qui
le président, le nouveau directeur général, enfin l'ancien nouveau directeur général qui est revenu, Monsieur Tanguy, et qui est revenu dans les bureaux de Lorient, qui annonce tous qu'ils veulent remonter en Ligue 1 aussi vite que possible. Avec un budget comme ça, bon, on peut s'y attendre. Pourquoi Pantaloni ? Pourquoi ? Est-ce que pour toi, Étienne, c'est le choix le plus évident ? Est-ce que pour toi, c'est le coach qu'il fallait à Lorient pour remonter immédiatement ? Tu trouves que ce choix est pertinent ? Bah, en tout cas, c'est le choix de l'efficacité, je pense. Pantaloni, c'est pas un coach fantasque, mais c'est un coach qui a quand même réussi à monter 2 fois de Ligue 2 en Ligue 1. Donc, je pense que si tu lui donnes les bonnes armes et un effectif assez costaud, et je crois que Lorient va avoir un effectif quand même très costaud pour la Ligue 2, puisqu'ils se sont permis de garder des joueurs qui évoluaient dans l'élite et même d'en recruter encore. Donc, Lorient a peut-être un profil à la Auxerre de ce point de vue-là. Voilà, ils vont être quand même très bien armés. Et bon, là où tu sors d'un cycle avec Régis Lebris, qui avait peut-être un côté plus universitaire, un petit côté enfin, très hype, hein. C'était un peu le coach préféré des hipsters du foot. C'est moins le cas d'Olivier Pantaloni, même si il a aussi des principes de jeu et une envie de bien faire jouer ses équipes. Mais voilà, avec Olivier Pantaloni, t'as une certaine assurance du résultat, je pense. Et voilà, t'as pas forcément besoin de sublimer un effectif. Faut juste le faire tourner correctement. Et je pense que ça a été le sens de la réflexion des dirigeants du FC Lorient. On sait que de toute façon, si tu veux monter, tu es obligé de gagner 80%, 75-80% de tes matchs à domicile. Avec Pantaloni, on sait qu'il a la recette. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est assez sûr. Il y a aussi, c'est difficile de le comparer en fait à d'autres coachs qui ont eu d'autres expériences, parce que lui, il a connu quasiment que le contexte d'Ajaccio. Il a été à Tours aussi, mais ça fait un peu longtemps, donc je me rappelle plus trop de comment ça s'était passé. Mais non, mais voilà, je pense effectivement que c'est un choix raisonné. Après, je suis curieux de voir ce qu'il va donner dans un autre environnement, en fait. Dans un environnement où, voilà, il finit, tu vois, par exemple, l'an dernier, il finit 15e, oui, ça, 15e ou 14e avec Ajaccio, enfin, tu vois, dans le ventre mou, alors qu'on s'attendait quand même qu'ils finissent en première partie de tableau, pas trop se faire peur, ça n'a pas trop été le cas, mais quand même, ils ont fini plus près du bas que du haut. Qu'est-ce que ça va donner dans un club où il aura moins de... Ajaccio, ça a toujours été un peu les montagnes russes, et il était capable Ouais, ouais. de jouer à la montée une année, et puis tout d'un coup de se retrouver en galère pour le maintien l'année suivante. Là, en plus, ce qui s'est passé à Ajaccio cette saison, c'est qu'ils sont tombés un peu sur une fin de cycle avec des cadres vieillissants qui ont perdu un peu leur influence. Donc moi, je ne m'inquiète pas forcément de ce côté-là pour Pantaloni, parce que tout simplement, voilà, tu l'as dit, il a déjà coaché ailleurs à Tours, donc voilà, il connaît parfaitement la Ligue 2. C'est peut-être l'entraîneur qui va le connaître la mieux dans ce championnat. Donc non, je pense que c'est un choix d'efficacité et de garantie, quoi. Voilà. Et c'est une page qui se tourne à Ajaccio, hein, parce que pour la première fois depuis presque 10 ans, un nouvel entraîneur va arriver sur le banc de la CA. Pantaloni était en place depuis 9 ans et 4 mois, si je ne dis pas de bêtises. Depuis, il est arrivé à l'automne 2014. Donc voilà, c'est quand même un sacré changement. Et alors, Mathieu Chabert, qui débarque sur le banc de la CA, je trouve que c'est un choix, déjà, c'est un choix osé, puisque Mathieu Chabert a jamais eu aussi, pareil, un club avec autant de moyens à sa disposition, même si au final, Ajaccio doit quand même un peu compter ses sous. On ne sait pas encore s'ils évolueront vraiment en Ligue 2. Normalement, ce sera le cas, et vu la confiance, on va dire, des dirigeants ajacciens pour le repêchage, en tout cas pour l'annulation de la rétrogradation pardon, en appel de la DNCG, je trouve qu'en tout cas, c'est un choix audacieux. Mais Mathieu Chabert, il n'a pas eu encore suffisamment sa chance en Ligue 2. On peut dire que c'est un peu le mal-aimé, quoi, le malheureux de ce championnat. À chaque fois, on ne l'a pas laissé beaucoup de temps, quoi. À chaque fois qu'il avait un club, qu'il avait réussi à le faire monter en national.
de national. Ouais, effectivement, mais là, l'avantage, justement, c'est qu'il n'arrive pas avec l'équipe qui monte de national. Il est tout frais, donc il y a quand même moins de risques de se faire virer après 7 ou 8 journées, comme malheureusement ça lui est arrivé du côté de Bastia et du côté de Dunkerque. Là, il va avoir un peu plus l'occasion de s'installer. Voilà, il y a un projet qui se monte avec lui, donc il aura quand même plus l'opportunité de prouver. D'autant que d'ailleurs, à Dunkerque, il est quand même arrivé au milieu d'un changement de propriétaire, Ouais. ce qui fait qu'il était encore plus sur la sellette dès qu'il y a eu une première série de mauvais résultats dans le Nord. Donc oui, voilà, je pense que voilà, c'est l'occasion ou jamais pour lui de faire ses preuves en Ligue 2 parce qu'il a bien fait ses preuves en National, mais là pour l'instant en L2 ça s'est pas trop bien passé pour lui parce il a toujours été dans des contextes compliqués d'équipes qui montent ou bah, je crois qu'avec Béziers aussi il était monté je crois. C'est ça. Mais avec Béziers, bon bah, vous savez, hein, Béziers, c'est quand même pas une équipe qui avait des moyens énormes. C'était un peu un miracle de les voir en Ligue 2 à l'époque. Donc là, oui, avec des moyens, je ne sais pas quels moyens seront ceux de l'AC Ajaccio, parce que, bon, tu l'as dit, les dirigeants sont confiants, mais tous les dirigeants sont toujours confiants avant toute l'évolution de la DNCG. J'espère pour eux que ça va bien se passer, mais bon, il aura un meilleur effectif que ce qu'il a pu avoir auparavant, je pense Bah, quand même. Donc, c'est c'est sûr, déjà bien fait. tu peux compter sur des Ibailly, rien que ça en pointe. Voilà, une défense qui tient déjà plus ou moins la route. Voilà, le mercato n'a pas encore commencé, donc on va attendre de savoir quels seront les recrues. Je crois que pour l'instant, ça parle de Anziani, Santelli, voilà, pour renforcer l'ACA, ce qui serait pas trop mal, avec deux Corses en plus. On va voir un petit peu ce que ça va donner avec Mathieu Chabert. Moi, je suis assez intrigué et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un coach qui a, lui, pas du tout eu sa chance en Ligue 2 encore et qui ne fait que monter, que grimper de division presque chaque saison. C'est Grégory Poirier qui a fait monter Martigues, mais qui jouera pas avec Martigues l'an prochain. Ce sera avec le Red Star et il a déjà pris ses fonctions. Là, par contre, c'est un petit peu. Tu parlais de profil pour les hipsters, voilà, un coach qui vraiment a su mettre sa patte et surtout grimper les échelons à vitesse grand V. Grégory Poirier, il est pile dedans et je pense que le mariage avec le Red Star, il peut bien se faire, tu vois. J'ai un bon pressentiment. Je suis assez d'accord. Alors j'avoue que j'ai pas pu voir de mes yeux ce que Grégory Poirier a fait dans les divisions inférieures, mais Moi non plus. force est de constater qu'il a eu des bons résultats. Il est monté plusieurs fois. Je crois que ce qui est important pour réussir une carrière de coach, c'est de faire les bons choix et de se retrouver au bon endroit au bon moment. Et je pense que c'est une bien meilleure place que de se retrouver coach du Red Star qu'à Martigues quand tu manques de national en Ligue 2, parce que là encore, je pense qu'il va bénéficier d'infrastructures et d'un effectif supérieur. Donc on en reparlera sans doute un peu après, mais à Martigues, voilà, ce sera une opération maintien qui sera beaucoup plus compliquée. Là, Poirier, avec le Restar, il aura peut-être un peu plus de chance de faire quelque chose de plus positif, peut-être de viser un milieu de tableau au mieux, on ne sait jamais. Donc je pense que c'est une bonne idée pour lui d'avoir quitté le navire pour rejoindre un projet plus ambitieux, parce que c'est un coach qui doit encore se faire une notoriété à ce niveau. Et s'il le fait avec des résultats, ce sera quand même plus facile. Ouais, et alors aussi, ce qui me fait dire que c'est enthousiasmant, c'est quand même que Grégory Poirier, il a une philosophie de jeu qui est semblable à celle d'Habib Beye, avec beaucoup de possession. Habib Beye, on le rappelle, qui a quitté le Red Star enfin, à la fin de son contrat après la montée, après la promotion. Il cherchait un club de Ligue 1. Pour l'instant, ça ne s'est pas proposé à lui, mais on ne doute pas de revoir son CV à nouveau sur les bancs de Ligue 1 prochainement. Grégory Poirier, c'est aussi le deuxième coach le plus jeune de Ligue 2 désormais, voilà, avec, comme je disais, cette philosophie qui est un peu semblable à celle
de son prédécesseur, avec un effectif qui va peu changer, si j'en crois les interviews de Reda Hamash. Voilà, on va vraiment un peu sur... C'est un changement, mais en fait, dans la continuité, pardon. C'est particulier, hein, mais c'est presque le meilleur coach que tu pouvais prendre à ce stade-là pour le Red Star, qui va pas trop tout chambouler. C'était un coach qui connaissait le national, qui était en plus concurrent du Red Star depuis 2 ans pour la montée en national, qui connaît parfaitement les qualités et les faiblesses de l'effectif actuel. Je trouve que quand même la transition, elle est pas trop mal amenée. Et le fait que ce soit fait assez tôt, en plus, c'est quand même beaucoup de positif, je trouve. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, mais... Non, bon, ça va, c'était bien développé. Voilà, et du coup, Marty, qui se retrouve sans entraîneur, a nommé Thierry Loret. Et alors, j'ai nommé cette rubrique l'expérience chez les promus parce que, avec le Gazélec, tu as fait la montée nationale Ligue 2 et ensuite Ligue 2 directement en Ligue 1. Avec Strasbourg, tu viens prendre le club en Ligue 2 et tu le fais monter en Ligue 1 aussi immédiatement. Voilà, c'est. Bon, on sait qu'à Paris, ça s'est moins bien passé. On sait qu'au Paris FC, voilà, pour une fois qu'il avait un club qui avait beaucoup plus de moyens pour un club de Ligue 2, on va dire, qu'on attendait vraiment faire les playoffs chaque année. Il s'est un peu mangé le mur la deuxième année, il a perdu son vestiaire. Mais très franchement, pour un promu comme ça, qui a très peu de moyens et qu'on attend forcément jouer le maintien pour Martigues, ce sera forcément surperformé. Tu joues pas dans ton stade la moitié du temps, tu as clairement un budget qui est 30% inférieur à ton plus proche concurrent. Voilà, il va falloir faire un exploit quoi qu'il arrive pour se maintenir. Qui mieux que Thierry Loret pour accomplir cette mission, Étienne? Bah, ouais, je pense que c'est un bon choix pour le club qui est en train de s'accompagner de valeurs sûres pour ce retour dans le professionnalisme, que ce soit Ventier à la présidence ou Loret sur le banc de touche. Et je pense que c'est pas non plus un mauvais choix pour Thierry Loret, qui, comme tu l'as dit, il connaît ce genre de situation, même si là, ça va être peut-être encore plus dur qu'au Gazélec Ajaccio en termes de moyens et de concurrence. Mais voilà, Loret, c'est pas un jeune coach qui débarque de National et qui pourrait se griller en faisant une demi-saison à Martigues si ça se passe pas bien. Tu vois, c'est contrairement à ce qu'on a pu dire pour d'autres coachs qui ont encore tout à prouver. Loret, il a déjà prouvé, et si ça se passe pas forcément bien à Martigues, ce sera pas un drame pour lui. Donc je pense que c'est un club et un coach qui sont bien trouvés. Et je pense que Martigues pouvait pas espérer beaucoup mieux que Thierry Loret, quand même, qui a quand même coaché en Ligue 2 pendant plusieurs années, très récemment, et qui lui aussi va bien connaître le contexte. Donc je pense que c'est plutôt une bonne idée. Même On si parlait, voilà, ça va pas être facile, quoi qu'il en soit. quoi qu'il arrive, ce sera dur. Donc, il y avait Mathieu Chabert aussi en concurrence avec Thierry Loret. Il y avait, si je dis pas de bêtises, Olivier Guégan. Il y avait Fabien Mercadal. Mais apparemment, c'était le choix numéro 1 du directeur sportif et du coup du nouveau président, Monsieur Ventier, qui arrive de Sochaux. Et pareil, il y a beaucoup de changements à Martigues, dont la montée n'a pas encore été complètement officialisée. Donc là aussi, on va voir ce que ça va donner en deuxième passage avec devant la DNCG. Les dirigeants. Voilà. En tout cas, voilà, on change beaucoup de choses, mais on y était obligé vu que Poirier partait, et on fait confiance à de l'expérience. Pourquoi pas du côté de Martigues, là où il y a aussi une certaine expérience, on va dire, de la Ligue 2, c'est Oswald Tanchot, voilà, qui revient après Amiens, après Le Havre, qui revient en Ligue 2, cette fois-ci à Grenoble. Il pensait être en Ligue 2 avec Sochaux l'an dernier, finalement ça n'a pas pu se faire. Il a prouvé quand même qu'il a réussi à bien faire surperformer un effectif qui était très jeune quand même en première partie de saison à Sochaux. Ça s'est un petit peu moins bien passé sur la phase retour, dès qu'ils avaient un costume un petit peu plus de club ambitieux qui allait jouer la montée. Ça s'est un peu moins bien passé, mais quand même ça reste un coach qui a fait ses preuves en Ligue 2, pour le coup, qui a une sacrée cote, je pense aussi, une certaine cote, mais peut-être pas avec les clubs comme Grenoble. Je pense plutôt à des clubs comme Le Havre, comme Sochaux, qui s'appuient beaucoup sur leur formation. Je trouvais ça vraiment très pertinent. À Grenoble, tu as quand même un petit peu moins de matière qui vient de tes équipes réserves et tes équipes de jeunes. Effectivement, je crois que la réserve de Grenoble, elle évolue en Régional 1 ou Régional 2, si je ne me trompe pas. Donc, C'est je crois. et ouais, on n'a pas souvenir d'énormément de jeunes qui sortent de la réserve ou du système de formation de Grenoble. Donc là, ce ne sera pas forcément son profil de formateur qui va être favorisé à Grenoble.
Après, il a quand même laissé un très bon souvenir à Sochaux, là, je pense. Donc, il reste sur une expérience très positive. Ça reste une expérience positive. Après, je sais qu'il y a des supporters qui espéraient, mais comme d'habitude, hein, dès que tu enchaînes 3-4 victoires, tu te dis on va jouer le haut de tableau. Bon, voilà, ça s'est pas goupillé comme il le voulait, mais vu les contraintes et vu le temps qu'il a eu pour préparer cette saison, ça reste quand même une grosse réussite à Sochaux. Et le fait qu'il retourne en Ligue 2 à Grenoble, bah, c'est pas volé quand même. C'est pas, voilà, c'est pas un scandale. Il prend la suite de Laurent Perlade, qui a pas vraiment réussi à redresser euh, la tendance après Vincent Ognon. Ça a quand même était bien triste cette phase retour avec Grenoble. Là, il fallait quand même insuffler un nouvel Ouais, élan à cette équipe. et c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est un rendez-vous manqué entre Perlade et Grenoble parce que il y avait une grande estime entre ce coach et ce club avant qu'ils se rejoignent. Mais malheureusement, Laurent Perlade est arrivé, il a récupéré un effectif qui était un peu à la dérive, j'ai l'impression, du moins tactiquement et sur le plan mental, quoi. Il a récupéré des joueurs qui étaient, je sais pas, un peu traumatisés de la série noire qui a marqué la fin du mandat de Vincent Ognon. Et il n'a pas réussi, malheureusement pour lui, à redresser ça. Il a fini la saison assez agacé. Ouais, voilà, malheureusement, voilà, l'étincelle n'a pas eu lieu avec Perlade. Voilà, le Grenoble Football 38, pourquoi je dis le nom en entier, je ne sais pas, a décidé a décidé de repartir sur quelque chose de nouveau encore. Bon, c'était peut-être la décision la plus sage, même si c'est un peu dommage pour Perlade. Voilà. Sur le papier, en tout cas, rien de choquant. Rien de choquant non plus à ce que un autre coach national débarque sur un club, sur le banc d'un club bien établi en Ligue 2. Je pense à Benoît Tavenot, qui retourne à ses premières amours. Ouais. Voilà, c'est comme ça que j'ai nommé. Non, mais voilà, Bastia, Tavenot, c'était le mariage de raison, on va dire. Voilà, un Corse qui retourne en Corse, qui retourne dans le club voilà, à qui il avait tout donné dans la formation. Il a été assistant de l'entraîneur en équipe première. Il a fait toutes les équipes de jeunes quasiment. Voilà, il a dû partir au moment du dépôt de bilan, voilà, au moment de la rétrogradation en National 3. Il est parti sur le continent pour se ressourcer, pour trouver de nouveaux challenges en Belgique, à Metz, à Strasbourg, où il accompagnait Antonetti, qu'il a nommé du coup à ce poste d'entraîneur. Il a entraîné vraiment, comment dire, vraiment pour de bon. Il a entraîné Dijon pour la première fois de sa carrière. Maintenant, je crois qu'il avait entraîné aussi un club corse avant de partir, mais pour quelques mois seulement avant de partir sur le continent. Et il a fait ses preuves à Dijon. Très honnêtement, il a fait ses preuves à Dijon. Bon, je pense que j'en connais un petit peu plus de Tavenot que toi, Ah Étienne, bah, mais non, oui, je vais écouter plutôt que parler, ouais. non, mais voilà, c'est avec les moyens qu'il avait à Dijon, c'est-à-dire que même si c'était un des plus gros budgets du championnat national l'an dernier, il y a eu tellement de blessés, tellement de joueurs voilà, qui ont fait défaut. Je pense à Pierre Sagna qui n'a pas joué une minute parce qu'il a perdu la confiance de l'entraîneur pendant la prépa et on ne saura jamais pourquoi. Mais visiblement, il y a quelque chose de grave qui s'était passé. Les Congrès, les Joseph Mendes, tous les sous-marins qui se sont blessés gravement pour toute la saison, enfin, des joueurs majeurs quoi, du DFCO qui sont blessés. Et le DFCO qui a dû s'appuyer uniquement ou presque sur des jeunes sur la fin de la saison, sur des joueurs qui étaient programmés pour la N3, pour les U19 nationaux, et qui au final s'est maintenu sans problème, qui a même failli toucher du doigt cette deuxième place en fin de saison, voilà, avec un beau sprint final. Ils ont failli en profiter. Bon, voilà, c'était un petit peu trop compliqué, un petit peu trop juste. Mais en tout cas, dans le nouveau projet de Bastia, qui veut justement post-former des joueurs, qui veut s'appuyer un petit peu plus sur sa formation et faire confiance un peu plus à des jeunes joueurs, vraiment tourner une page nouvelle avec un groupe pro 2 qui s'entraînera la majorité du temps avec l'équipe de Ligue 2, je trouve que c'est un choix très pertinent. Je trouve que, outre le fait qu'il adore le club et qu'il ne va pas compter ses heures, je trouve que faire venir Benoît Tavenot, vu son profil de formateur et vu le projet de Frédéric Antonetti, tu ne pouvais pas trouver mieux dans l'immédiat. En tout cas, vu le parcours qu'a lié Tavenot et Antonetti ces dernières années, à partir Mhm. du moment où Antonetti a été nommé à un poste de responsabilité à Bastia, c'était presque une évidence de les voir travailler ensemble. Donc là, je pense qu'il y aura une certaine osmose au niveau du club et du staff. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a déjà un jeune joueur de Dijon qui a signé à Bastia
Loïc ancien. Etega, ouais, tout à Voilà. fait, ouais, Etega. Je sais pas si Euh, tu as dû le voir un peu. Tout à C'est un fait. milieu défensif, c'est ça? C'est ça, milieu défensif. Pour qui j'avais, et faut que je l'avoue, assez peu d'estime quand je le voyais aux entraînements à Dijon et qui m'a bluffé à partir d'octobre ou novembre quand il a intégré l'équipe première, qui a été fulgurant et très très bon. Et je pense que Benoît Tavenot, il a aussi cette fibre outre la fibre de formateur, il sait aussi exactement ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pour son équipe, comment il veut la faire jouer. Bon, c'est le cas pour beaucoup de coachs, mais j'ai une grande confiance en Tavenot qui va bénéficier d'un groupe professionnel très élargi par rapport à d'autres clubs, hein, finalement, puisqu'il y aura beaucoup de contrats pro signés. Voilà. Bastia, c'est le club de Ligue 2 qui est le plus actif, hein, tout simplement, sur le marché des transferts et sur les premiers contrats pro. Voilà, quand il va bénéficier autant de profils différents, on va dire, à sa disposition, je pense qu'on va avoir des sacrées surprises à Bastia cette saison. Et peut-être pas les voir monter immédiatement, mais en tout cas, je les vois finir plus haut que cette saison, c'est quasiment une certitude. Voilà, moi, je vois que le passage de relais, avec aussi, il faut le dire, hein, Michel Moretti qui reste dans le staff, je crois qu'il est dans la stand aussi. Voilà, il y a quand même une passation de pouvoir qui se fait bien, qui se fait dans la continuité, et avec effectivement une relation de confiance entre le coordinateur sportif, directeur technique, tout ce que vous voulez, qui est Fred Antonetti, et le coach Tavenot. Voilà, je trouve que c'est aussi une belle histoire aussi de le voir enfin récupérer les responsabilités du navire au Sporting. Là où j'ai un petit peu plus de doutes, on va dire, sur la réussite d'un tel projet, c'est l'en avant de Guingamp qui récupère Sylvain Ripoll. Ça a fait lever pas mal de sourcils au moment de la nomination. C'est vrai que Ripoll, je crois qu'il a entraîné qu'un seul club en fait dans Bah, sa carrière. Lorient, il était C'est ça, adjoint hein. de Christian Gourcuff Ouais. avant que ce dernier ne se fâche avec le club, et il avait pris la suite voilà, pendant quelques saisons avant de se diriger vers l'équipe de France Espoir, et là où il a eu un parcours qui est à l'origine des doutes que beaucoup de gens ont aujourd'hui. Voilà. Bah, c'est ça, oui. Parce que, alors, à Lorient, je crois qu'il a eu 2 saisons, non, 2 saisons et demie en Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était à Euh, peu près ça. Ouais, c'est ça, mais c'était que en Ligue 1. La Ligue 2, du coup, c'est un championnat dans lequel il n'a jamais entraîné, dans lequel, voilà, ça fait longtemps en plus qu'il n'a pas été entraîneur de club. Avec les espoirs, ça s'est plutôt mal passé, surtout sur la fin, on va dire. Il a eu beaucoup de chance. On va dire qu'il a eu beaucoup d'opportunités euh, de, de prouver ses qualités. Ça s'est un petit peu mal passé quand même sur la fin. Après, c'est Mm. difficile les sélections, hein. On va dire que dès que tu as un bon joueur qui perce avec les espoirs, bah, il se retrouve direct dans le groupe de Didier Deschamps, donc c'est compliqué. Je Mais c'est crois vrai que qu'on est d'accord pour dire qu'il pouvait faire mieux quand même. d'un côté, on peut totalement le dédouaner pour ce qui s'est Hmm. passé aux Jeux Olympiques de Tokyo, où là, franchement, il Ouais, a été lâché par le football français dans son ensemble, on est et il s'est d'accord. retrouvé avec une équipe faite de briques et de brac. Voilà, il a fait ce qu'il a pu, il y avait rien d'infamant. En revanche, l'Euro qui a suivi en 2023, il disposait de tout son effectif, un effectif de très belle qualité, et ça a été quand même largement décevant sur le plan du jeu et des résultats. Après, des entraîneurs qui n'ont pas réussi en équipe de France Espoir, Ouais. on peut en citer un paquet, dont Willy Sagnol, hein, qui n'a pas gagné avec les Bleuets, mais voilà, qui est en train de nous reprouver avec la Géorgie qu'il est capable de faire de belles choses. Il y a, il y a une petite, il y a une petite présomption de piston en fait qui je pense qui n'a pas plu aux supporters de Guingamp, parce que Ouais. qui dit Ripoll dit FFF dit Noël Le Graët, et voilà, le lien avec Guingamp, il était un peu, bah, là aussi évident. Ils se Hmm. sont dit bon bah voilà, on a pris un ami quoi. Donc, mais il y a peut-être de ça, mais bon, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas les compétences. Il a quand même entraîné une centaine de matchs presque en Ligue 1, je crois. Donc, Ouais. donc Ça, je pense qu'il sait ce qu'il fait quand même. Voilà. voilà. Non, mais on part pas dans l'inconnu complet. Mm. Mais disons que par rapport à d'autres coachs qui sortent tout juste d'un projet en Ligue 2 ou alors voilà, comme Thierry Loret, ça faisait 1 an qu'il était parti. Voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu le grand écart. Et bon, Mm. on va suivre ça avec attention. Euh, Après, autre contre-exemple, Eric Roy. Il n'a pas entraîné Tout pendant à fait. Non, mais 8 ou oui. 10 ans, je crois, et il est revenu et ça a marché. Donc, des fois, de prendre du recul, ça permet
de réfléchir, de mettre à jour ses idées, de regarder ce qui se fait ailleurs. C'est ce que disent souvent les coachs quand ils sont un peu au frigo pendant un an. Donc là, Ripoll, il Surtout a eu bien. quand tu entraînes une équipe internationale, Oui, que tu joues voilà, contre, tu t'opposes à des styles vraiment différents, qui viennent d'autres pays et tout ça, et tu as le temps d'étudier. Je ne sais pas si Sylvain Ripoll a fait ce qu'on vient de dire, mais en tout cas, il y a peut-être aussi des motifs d'espoir pour Guingamp. il a eu le temps de le faire en tout cas, et donc si ça se Ouais. trouve, hein, on va peut-être voir un Ripoll complètement différent de ce qu'on Ah a oui. vu auparavant. Donc c'est à surveiller. À surveiller. Et Guingamp qui se sépare donc du coup de Stéphane Dumont après 3 ans de collaboration, donc un sacré changement. Voilà, va falloir voir ce que ça donne. Il y a ça a pas mal bougé effectivement du côté d'en avant, donc à suivre de très très près. Voilà pour les 8 coachs qui ont été nommés cet été. Le petit dernier, on va dire, c'est quand même Monsieur Bichard qui venait du Red Star, qui est arrivé, je crois, en février 2024 ou en mars 2024 sur le banc de Clermont pour assister, pour faire un petit peu la transition avec Pascal Gastien qui avait annoncé déjà depuis un an ou deux qu'il voulait prendre sa retraite. Et Ouais. je crois que c'était peut-être l'année de trop, peut-être pour lui, mais en tout cas, il avait dit que s'il avait pu partir à la retraite en 2023, il l'aurait fait. Il l'avait dit dans la presse, dans l'équipe, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc la passation de pouvoir qui s'est faite un petit peu plus tôt que les autres, mais c'est la première fois quand même que Sébastien Bichard, c'est ça, Je crois, oui, c'est ça. arrive tout seul sur le banc, et c'est avec effectivement Grégory Poirier, l'autre coach le plus jeune de Ligue 2 à 41 ans. Voilà, on va pour le coup c'est pas un novice puisqu'il a déjà été adjoint, mais quand même, première fois qu'il a autant de responsabilités, et ça va être à surveiller de très très près pour un club qui va aussi faire partie de ces équipes qui Il veulent va être faire un en bon haut. stage d'observation en tout cas, Ouais. depuis le printemps. Je crois qu'il a été pris, voilà, le Clermont Foot a anticipé les trucs, parce que je pense qu'en mars, avril, quand ils l'ont pris, ils ont compris que c'était un peu mort pour le maintien. Mhm. Donc voilà, ils ont décidé d'intégrer tout de suite le successeur, de le faire travailler avec Gastien pour assurer la passation de pouvoir. Donc là il arrive, il est lancé là, donc tout devrait bien se passer. Tout devrait bien se passer, effectivement. C'est en mars. Voilà, c'est le 4 mars qu'il a été nommé assistant. C'était entraîneur assistant, non, entraîneur principal adjoint. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Bon, C'est officieusement, il n'avait pas exactement les manettes, mais il a pu se faire à l'idée de l'effectif, qui va quand même pas mal assistant changer à au Clermont. régional, je crois, un truc comme ça. Donc voilà un petit peu pour le Clermont Foot, qui va un petit peu continuer sur sa lancée, mais avec un entraîneur qui aura des nouvelles responsabilités pour la première fois. Et puis les autres clubs, alors dans les autres clubs, du coup les 9 autres clubs qui ne changent pas vraiment d'entraîneur, il y a quand même si je ne dis pas de bêtises, que trois clubs qui ont gardé un entraîneur depuis plus d'un an. C'est-à-dire que l'an dernier, on avait, alors je prends Omar Daf. Attendez, je vais regarder. Il y avait Tous les Omar coachs Daf, qui ont été nommés, ouais, et qui sont il y toujours avait là, c'est Gilly. Omar Daf, Stéphane Gilly, Nicolas Hussay, voilà, qui ont été nommés tous les trois l'été dernier et qui ont gardé leur poste. Sinon, il y a aussi Luis Castro, Albert Riera et Nicolas Seub à Dunkerque, Bordeaux et Caen qui restent en poste, mais eux, ça fait moins d'un an qu'ils ont leur club. Là, je suis très curieux, c'est pareil, pour voir Luis Castro, Albert Riera, Nicolas Seub, les voir avec une prépa complète, avec un mercato qui est à leur image. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, avec un petit bémol quand même pour Albert Riera qui visiblement va pas bénéficier de toute la marge de manœuvre dont il espérait. Est-ce qu'il va avoir les moyens de pratiquer son football, Albert Ouais. Riera? Je n'en suis pas sûr. Mais alors Là ça, encore, on attend les résultats de la DNCG, mais je pense que Gérard Lopez est très confiant. Donc, ouais, comme beaucoup. on verra. Il y aura peut-être quelques ventes qui vont débloquer tout ça, mais c'est difficile de jouer le football de Riera en ayant un effectif qui est valorisé entre la 8e et la 10e place, quoi. S'il a ça, ça va être compliqué. Mais en fait, ce qui me rend encore un petit peu sceptique, c'est que il avait dit lui-même, le coach, que si c'était pas lui qui pouvait faire son mercato, qui pouvait pas avoir en gros les cibles qu'il voulait, ou en tout cas les profils qu'il voulait, pas forcément des noms en particulier, mais les profils qu'il voulait à chaque poste, et d'un niveau suffisant, il dirait ciao bye bye.
Le fait qu'il ne soit pas encore parti alors qu'il y a toutes ces incertitudes et tout ça, est-ce que ça veut dire qu'il va rester vraiment sur le banc avant la première journée? En tout cas, tout laisse à croire ça, mais c'est possible que s'il y a un gros désaccord sur le mercato, qu'ils lui disent bon bah finalement aucune recrue parce qu'on a un embargo sur les transferts, admettons, on ne sait pas, hein. C'est pas exclu qu'il y ait encadrement de la masse salariale et des transferts et interdiction de recruter à titre onéreux ou tout court. C'est pas encore exclu, donc à voir si Albert Riera voudra rester encore sur le banc de Bordeaux plus longtemps. Bon, pour l'instant, il Bah, c'est quand même parti pour être. c'est un coach qui a un peu coté quand même, parce que ça s'est très bien Oui. passé en Slovénie pour lui. Et lui aussi, il a une carrière à construire. Donc je pense que si ça se passe pas bien, à mon avis, il va pas s'éterniser à Bordeaux, même malgré tout l'amour qu'il a pour le club. Ah oui. En tout cas, il n'a pas encore abandonné le navire. Nicolas Seub en 2, Luis Castro, pareil, on va les attendre un petit peu au tournant parce qu'ils ont fait de bonnes choses finalement avec leurs clubs respectifs. C'était difficile au début pour Luis Castro à Dunkerque et finalement avec le mercato hivernal orchestré par Dembaba et lui-même, ça s'est vraiment très bien passé sur la phase retour. Nicolas Seub, on peut dire aussi pareil que même s'ils ont raté la 5e place, finalement, il a quand même insufflé un nouvel espoir au club. C'est un amoureux du club. Lui, on sait qu'il ne va pas partir de sitôt. Voilà, ça va être très très intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec une prépa complète en pré-saison et puis les anciens qui restent à leur poste. Didier Santini, ça va être sa 2e saison complète. En tout cas, il va faire sa 2e prépa complète avec Rodez, lui qui était arrivé à la suite de Laurent Perlade à l'automne 2022. Laurent Guyot, pour lui, ça fait 3 ans déjà qu'il est sur le banc. Olivier Frappoli, qui est un petit peu le doyen des coachs en poste en Ligue 2. Ça fait 5 ans, lui, qu'il est à Laval. Il a prolongé de 2 ans, alors qu'il y avait des rumeurs à un moment à Grenoble, je ne sais plus où. Voilà. Mais en tout cas, il a souhaité réaffirmer sa présence chez les Tangos. Et vu la saison qu'il fait en 2023-2024, pardon, voilà, on pourrait se dire que ça s'était essoufflé sur la fin. N'empêche que tout le monde a l'air de lui faire confiance encore au club, y compris son président Laurent Léry. Voilà, je pense qu'il y a quand même de quoi être optimiste aussi du côté de Laval avec un coach qui a fait ses preuves. Tu en penses quoi? Là, ils sont en train de faire comme la saison dernière. Laval, j'ai l'impression qu'ils prennent aucun retard pour préparer leur saison. Donc tout m'a l'air d'être au cordeau, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas une saison aussi bonne que la saison dernière, même si la saison dernière c'était une surprise. Je pense que cette année, ils sont attendus dans le premier tiers du tableau, quoi. Donc ils sont en train de passer un cap. Donc voilà, on souhaite pour eux que ça marche. En tout cas, ils veulent être ambitieux, hein. Ils veulent conforter effectivement cette 7e place qu'ils ont déjà eue. Déjà, leur réitérer, ce serait déjà vraiment pas mal. Parce que, premier tiers à 18, en fait, c'est 6e. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on leur souhaite aux Lavallois. Mais il va y avoir du monde qui va y postuler à cette 6e place et à ces playoffs qui sont à partir de la 5e. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, un tour assez exhaustif. On n'a pas parlé de tous les coachs, bien sûr. On aurait pu s'étendre un petit peu sur Omar Daf, voir un petit peu est-ce qu'il va réussir à redresser un petit peu cette image de coach défensif qu'il a avec cette fois-ci un petit peu plus de recul sur l'effectif amiénois. Est-ce que Nicolas Hussay, la 2e saison, est sans l'effet de surprise? Est-ce qu'il va encore réussir à faire marquer autant de buts à son équipe? Voilà, un point commun de ces deux coachs, et j'ajouterais aussi Didier Santini à Rodez, c'est qu'il y a quand même un très vaste renouvellement de l'effectif avec les fins de contrat. On l'oublie parfois, mais pour les clubs de Ligue 2, c'est un peu le saut dans l'inconnu à chaque intersaison, en fait. Donc c'est peut-être un mal pour un bien du côté d'Amiens, parce que je pense qu'un peu de renouvellement, ça leur ferait pas du mal. En revanche, je suis un peu plus inquiet pour Rodez qui nous a fait rêver la saison dernière, mais quand tu perds des joueurs comme Royao, comme Danger, comme Rajo, faut reconstruire derrière. Ce sera pas Otonji aussi qui part parce qu'il est prêté, lui, je crois. À Caen, Donc ce sera pas évident de réitérer une aussi bonne performance. Là, ce sera peut-être beaucoup en attente d'eux, mais ne serait-ce que le maintien, ce sera pas facile parce que tu as perdu quand même des cadres importants. Mais bon, c'est là qu'on voit aussi les bons coachs. Avec comment est-ce que tu arrives à gérer dans le renouvellement. C'est pas juste l'équipe qui est en autogestion, c'est là qu'on voit le manager dans toute sa splendeur. Voilà, merci beaucoup Étienne
m'avoir accompagné pour ce premier épisode du podcast pour la saison 2024-2025. Beaucoup d'autres contenus à venir cette saison. On vous invite bien sûr à vous abonner sur YouTube, sur Spotify en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez. D'ailleurs, YouTube, on est bientôt 1000 abonnés, en tout cas on se rapproche. Voilà, n'hésitez pas à nous donner de la force et à vous abonner pour un peu plus de contenu exclusif et contenu vidéo sur la Ligue 2, des podcasts, des émissions. On va inviter du monde, on va avoir d'autres invités de renom, même si Étienne et moi, bon voilà, on n'est peut-être pas ceux que vous attendez les plus impatiemment, mais en tout cas voilà, des coachs, des joueurs, des anciens de Ligue 2, on va en avoir plein cette année. N'hésitez pas à vous abonner et suivre ça attentivement parce qu'on va vous envoyer du contenu en 2024-2025. Merci à tous, à la prochaine et bon mercato, bon été à tous, bonnes vacances si vous partez et à très bientôt. Salut. Salut.